bienvenue à tous. En tout cas, permettez-moi de vous remercier d'avoir accepté d'être nos invités aujourd'hui ici à Casablanca, où nous avons le plaisir de vous accueillir afin de discuter, échanger autour de cette thématique qu'est la loi de finances sous l'intitulé Analyse contextuelle et perspective. Alors, pour cela, on a avec nous aujourd'hui Ahmed Zahani, qui est notre chef économiste à CDG Capital. Nous avions prévu d'avoir avec nous un expert des finances publiques qui s'est excusé à la dernière minute, donc à notre tour, on s'excuse. Si Ahmed fait baraka yak, baraka. Alors, pourquoi loi de finances, analyse contextuelle et perspective? Tout d'abord parce que c'est un événement qui est incontournable, attendu par tous les acteurs de l'écosystème marocain, en particulier pour nous, acteurs des marchés de capitaux. Et puis parce que on est dans un contexte particulier qui est marqué par l'amorce d'un débat national profond sur le devenir de notre modèle de développement national. On se pose beaucoup de questions sur les réformes sectorielles, sur la réforme du dispositif fiscal, etc., etc. Plein d'interrogations et de questions, d'affirmations aussi qui nous amènent à penser qu'il est pertinent, qu'il est instructif qu'on explore cette loi de finances afin de mieux comprendre les besoins du Trésor et en particulier en termes de besoins de financement. Donc voilà, sans tarder, je passe la parole à Ahmed Zahani. N'hésitez pas à poser vos questions, vos interrogations à faire en mesure de la présentation. Je pense que l'idée est d'avoir un mode interactif plutôt que de faire une présentation puis des questions. Bonjour tout le monde, j'ai le plaisir d'être parmi vous aujourd'hui en vue comme a dit mon cher collègue c'est Mohamed Dabo, en fait de partager une petite réflexion sur la loi de finances 2019, une réflexion en fait qui reste quand même un sujet d'actualité, bien que sur le plan législatif ça a été validé, mais pour nous les opérateurs du marché il reste un sujet d'actualité dans le sens où ça devrait driver le marché BDT, driver un peu l'économie nationale dans sa globalité, parce qu'une loi de finances il représente aussi bien le miroir des politiques publiques, mais normalement c'est une loi qui alimente et qui drive l'économie dans sa globalité. Donc c'est une petite réflexion où j'ai essayé d'analyser en prenant en compte en fait l'évolution du contexte cette nouvelle loi de finances et en essayant bien sûr de voir les répercussions de cette nouvelle loi sur ses perspectives en termes de portée macroéconomique, mais également en termes d'impact sur le marché BDT. Donc c'est une petite présentation, comme je souscris à l'idée de Mohamed par rapport au débat interactif. Cette présentation devrait représenter un support, mais en fait au terme de chaque partie, j'invite vivement l'assistance à intervenir, à faire des remarques, à soulever même s'il y a des tendances qui sont dégagées et qui ne sont pas vraiment très pertinentes, parce que ça reste une lecture externe. Nous, en fait, on a tenu pas mal de réunions avec le monsieur qui devait intervenir aujourd'hui. Il nous a révélé pas mal de secrets qui donnent une interprétation quasiment nouvelle à cette lecture de la haute finance. Donc, c'est une lecture externe. C'est une lecture externe qui devrait être enrichie par vous-même, opérateur de marché, vu que c'est un sujet que vous surveillez de très proche. Donc cette petite réflexion, elle est articulée autour de 5 parties. En fait, une première partie qui porte sur le cadrage macroéconomique, un cadrage structurel et conjoncturel. Structurel dans le sens, on va parler un peu de l'essoufflement du modèle de croissance qui représente un sujet d'actualité. Tout le monde parle du modèle de croissance, l'essoufflement du modèle de croissance. Qu'est-ce que ça signifie cet essoufflement du modèle de croissance et comment c'est matérialisé au niveau macroéconomique? On va parler un peu des différentes réformes qui sont en cours, et là je rejoins l'idée de C. Mohamed concernant les réformes sectorielles, la réforme du régime de change qui est une réforme d'envergure qui est en cours d'exécution, et en fait les réformes prises sur le plan social qui permettront une meilleure répartition des revenus et une meilleure répartition de la richesse. Donc une deuxième partie qui sera consacrée aux réformes des finances publiques. Et là, je parle des 2 principales réformes qui ont été en fait exécutées au cours des 4 dernières années. La réforme de la loi de finances organique,
La loi de finances organique qui est venue clarifier et donner plus de visibilité sur les comptes des finances publiques. Et bien évidemment, la réforme de la compensation qui a démarré avec la décompensation des carburants et lubrifiants et qui a permis de dégager une bonne marge au niveau des charges de fonctionnement, principalement au niveau de des charges de compensation qui ont fortement baissé, dégageant une marge qui était relativement, d'après mon jugement, mal exploitée par les pouvoirs publics. Une troisième partie qui sera consacrée à l'exécution des 4 dernières lois de la loi des finances publiques. Et là, c'est pour dégager l'orientation budgétaire, voir un peu comment l'équilibre ressources-emploi évolue dans le temps, et également voir comment ces différentes lois ont respecté les prévisions, que ce soit en termes de réalisation des ressources, en termes d'exécution de dépenses, mais également en termes d'équilibre, parce que une loi de finances, il y a un équilibre intrinsèque, mais il y a également des équilibres macroéconomiques qui sont visés par cette loi. Une quatrième partie, là, on va zoomer sur la loi de finances 2019. Une loi de finances, bien sûr, ça commence avec un cadrage, avec des hypothèses, avec des équilibres, mais également avec des objectifs à réaliser sur le plan des investissements, mais également sur le plan de déficit et de l'endettement. Et dernièrement, on va s'intéresser à comment cette loi de finances devrait impacter l'évolution du marché BDT en 2019. Donc, pour commencer, pour la partie cadrage, l'essoufflement du modèle de croissance, c'est un essoufflement qui est bidimensionnel. On voit que la croissance non agricole, le rythme d'accroissement, il a été quasiment divisé par 2, passant de 5,10% sur la période 2002-2008 à 2,60% sur la période 2015-2018. Cet essoufflement, il a concerné les 2 composantes de la valeur ajoutée non agricole, aussi bien le secondaire que le tertiaire. On voit que la chute, elle est très remarquable, et c'est ce qu'on appelle en macroéconomie un changement de palier de croissance, ou plutôt un changement de potentiel de croissance. C'est-à-dire qu'on a perdu en termes de potentiel de croissance. Cette perte concernant le secondaire est due à un changement d'orientation en termes de la composition du secteur secondaire, c'est-à-dire qu'on n'est plus sur ce qu'on appelle les métiers traditionnels de textile, d'agroalimentaire, mais plus orienté vers ce qu'on appelle les nouveaux métiers mondiaux. Ces nouveaux métiers mondiaux, l'apport sur la valeur ajoutée secondaire, il était très minime parce que ce sont des industries qui sont délocalisées. Pour ce qui est du tertiaire, la perte a plus concerné ce qu'on appelle les secteurs marchands du secteur tertiaire. Les secteurs marchands du secteur tertiaire, notamment le commerce, l'activité financière, le tourisme, tout ce qui est activité hors activité sociale qui est plus ou moins drivé par le gouvernement. On voit également cet essoufflement au niveau des contreparties de la croissance, parce qu'on ne peut pas avoir une création de richesse sans avoir une demande. La demande, là, il y a toute une orientation, un changement d'orientation qui a été mené par le gouvernement visant à renforcer la demande étrangère. Mais là, on a pénalisé, entre-temps, on a pénalisé la demande intérieure, principalement la consommation des ménages, qui a toujours représenté le moteur de la croissance économique. Donc, ce ralentissement en termes de contribution de la consommation intérieure et également de l'investissement privé qui s'est beaucoup essoufflé, a donné à ce qu'il y a un changement de palier également, on pourrait dire même un changement de palier, en termes de contrepartie de la croissance, c'est-à-dire en termes de demande, que le gouvernement a essayé de rattraper au niveau de la demande étrangère, mais on reste malheureusement sur une balance commerciale qui est toujours déficitaire et une demande étrangère qui s'améliore, mais qui s'améliore dans le négatif. Donc un essoufflement bidimensionné de par de la productivité, la création de richesse, mais également de par la demande. Donc, pour remédier à cette situation qui est relativement grave pour un modèle de croissance qui perd à 2 vitesses, il y a plusieurs réformes qui sont lancées. Donc, pour moi, la principale réforme, c'est celle de la flexibilité du régime de change. Parce que c'est une réforme qui est multidimensionnelle, qui devrait avoir des répercussions sur les différentes sphères. Sur la sphère monétaire, par exemple, avec tout ce qui est en train de se préparer en termes de ciblage d'inflation, en termes de changement, même des instruments de la politique monétaire, sur le plan réel avec le développement de l'offre exportable, mais également sur le plan financier, en développant la profondeur du système financier pour être capable d'absorber les chocs en cas de choc. Le deuxième pilier des réformes qui sont en cours, c'est les 12 stratégies sectorielles. Donc, depuis la dernière décennie, le Maroc il a adopté ce qu'on appelle la stratégie de relance à travers les stratégies sectorielles.
Parmi en fait, les 12 stratégies, il y a 3 qui sont les plus importantes. C'est le plan national d'accélération industrielle. Il y a le plan, bien sûr, énergétique, qui est très suivi par Sa Majesté, qui est très suivi par les instances internationales. Il y a également, en fait, les investissements qui ont été faits en termes de logistique et de développement de l'infrastructure. Un troisième pilier, et là ça concerne en fait la répartition sociale, ou en fait plutôt l'absorption du gap qui s'est créé entre la population riche et la population pauvre, c'est les différentes stratégies d'ordre social, notamment la phase 3 de l'INDH, le dialogue social qui vient d'être relancé récemment, et le registre social unifié visant une meilleure orientation et un meilleur ciblage en termes de subventions. Donc ces 3 piliers que je considère des réformes macroéconomiques devraient normalement avoir un impact sur sur l'image et sur la structure de l'économie, aussi bien sur le plan économique, financier, monétaire et social. Maintenant, on va zoomer sur l'année 2019. L'année 2019, c'est une année qui devrait être drivée par ce que j'appelle les effets de base. Donc on était en 2018, on s'attendait à une année agricole moyenne, mais les conditions climatiques, ils ont fait qu'il y a eu quand même un rattrapage en fin d'année qui a fait qu'on a eu finalement une campagne agricole exceptionnelle avec 102 millions de quintaux. Après 96 millions. Donc 96 millions, c'est déjà considéré comme étant une année exceptionnelle. 102 millions encore plus. Si cette année, on réalise une campagne agricole moyenne, et on devrait normalement avoir un ralentissement du PIB agricole. Ce ralentissement devrait automatiquement conduire vers un ralentissement de la croissance nationale globale. Là, je vais rapidement ouvrir la parenthèse et la fermer. C'est que l'agriculture ne représente que entre 15 à 17% du PIB. Mais l'impact de l'agriculture sur la croissance, il est plus un impact indirect. Indirect, c'est à travers la demande intérieure. C'est parce que 40% de la population active, elle travaille en fait dans l'agriculture. Donc si l'agriculture ne marche pas bien, automatiquement les 40% ils seront bien sûr mal rémunérés et automatiquement on aura un impact sur la demande intérieure. On aura également un recul de l'inflation. En fait, l'inflation, elle a connu un cycle très particulier en 2018, en commençant par une hausse très importante qui a été renversée en fin d'année, avec l'amélioration des conditions climatiques. En fait, l'inflation, elle est très impactée par l'alimentation frais. Au départ, il y a eu des doutes par rapport à la saison agricole, et ces doutes-là, ils étaient rattrapés en fin d'année, générant ainsi une correction baissière de l'inflation. Sur le plan de l'équilibre extérieur, là, on peut annoncer une bonne nouvelle, c'est qu'il devrait y avoir une atténuation. Quand on voit un peu les sources de risque sur le plan des importations, on devrait, sur le plan énergétique, avoir une baisse de par le prix de la facture énergétique. On devrait s'attendre également à une baisse des importations bien d'équipements, comme on le ressent actuellement au niveau des crédits à l'équipement qui sont en train de ralentir. Donc la répercussion sur les importations il devrait se ressentir en 2019. Et sur le plan des exportations, avec le niveau relativement important des prix à l'exportation des phosphates et dérivés. Il y a également l'effet automobile qui devrait être boosté en fin d'année par les exportations Peugeot prévues pour la fin de l'année 2019. Et également l'amélioration des exportations de Renault et de la Somaca. Donc tant d'éléments qui laissent présager une amélioration de l'équilibre extérieur. Sur le plan de la sphère monétaire, là, l'aggravation ou le rétrécissement de la sphère monétaire devrait se poursuivre en 2019. Avec un creusement supplémentaire du déficit de liquidité, alimenté comme cette année par la baisse des réserves de change et également la hausse tendancielle de la circulation fiduciaire. Ça fait 2 ans qu'on a changé même de palier de hausse de la circulation fiduciaire de par le développement de l'informel et également l'alimentation du marché de change parallèle. Donc, Banque Maghreb prévoit une hausse de seulement 3 milliards. Moi, je reste sur un scénario plus pessimiste et je dirais qu'en 2019, on devrait avoir un creusement plus important du déficit de liquidité. Également, ce creusement, parce que en fait, le circuit, c'est une masse monétaire qui se transforme à travers les crédits pour donner une masse monétaire plus importante. Donc, même le multiplicateur de la masse monétaire qui est le crédit, il devrait connaître un ralentissement supplémentaire. Un ralentissement expliqué de par la conjoncture, mais également expliqué de par la sphère monétaire qui est en train de perdre de volume. Toutefois, ces conditions-là,
en fait, cette image-là, ou bien ces évolutions-là, ils restent très conditionnés par la réalisation d'une campagne agricole moyenne. Une campagne agricole moyenne qui tourne autour de 80 millions de quintaux. On voit très bien que malgré les efforts menés dans le cadre de ce qu'on appelle le plan Maroc vert, la croissance agricole dépend dans une large mesure de la production céréalière et la croissance nationale dépend de la valeur ajoutée agricole, comme je viens d'expliquer, par le biais de la demande. Donc, si on réalise une campagne agricole inférieure à 80 millions de quintaux, on devrait assister à des équilibres qui devraient changer, un recul plus important de la croissance, une inflation plus importante, un déséquilibre accentué de la balance commerciale et une dégradation supplémentaire de la sphère monétaire. Donc, cette deuxième partie portera sur les réformes récentes des finances publiques. Il y a deux principales réformes. Il y a la loi de finances organique qui a été promulguée en 2015 et qui vient pour accompagner la nouvelle constitution de 2011. La loi de finances organique de 2015 remplace celle de 98 qui a accompagné la constitution de 96. Donc, on voit que, en fait, au cours des deux dernières lois, c'était des lois qui accompagnent le changement de la constitution. La particularité de cette loi, déjà, qu'il devrait régner sur une période de 5 ans, allant de 2016 à 2020. Donc, au cours de cette période, il y a des dispositions d'ordre général qui ont été immédiatement introduites et d'autres qui ont été programmées au fil de la couverture de cette loi. Les dispositions d'ordre général, c'est une programmation budgétaire triennale pour donner plus de visibilité sur la gestion des finances publiques, une limitation des nouveaux emprunts nets au financement des investissements, c'est-à-dire plus de prêts pour financer les charges de fonctionnement, création des fonds spéciaux du Trésor et des segments pour gérer tout ce qui est charges hors charges de fonctionnement, création d'un chapitre pour les remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux. Et là, c'est pour tout ce qui est remboursement de crédits d'impôts. Avant, c'était les chiffres, ils étaient publiés en net. Maintenant, on publie les chiffres en brut et on ressort tout ce qui est remboursement, c'est-à-dire tout ce qui est décaissement de la part de l'État. Par année, il y avait en 2016 l'élaboration de 2 rapports et l'importance de ces 2 rapports, ils permettent de suivre l'investissement régional, mais également de voir le foncier public qui est mobilisé pour le secteur privé. Il y avait en 2018 l'adoption d'une nouvelle approche programme des investissements, permettant de suivre le résultat, mais également limitant les reports à seulement en fait les lignes qui sont consommées à plus que 70%, c'est-à-dire si une ligne garde 30% au plus, elle est automatiquement supprimée. L'entrée en vigueur de la prise en compte des cotisations de l'État au titre de la prévoyance sociale et de la retraite au niveau des dépenses de personnel et qui ont été sorties des charges de fonctionnement. D'ailleurs, les charges de fonctionnement, après les discussions avec les collègues de la direction du Trésor, ils ne comportent pas que les charges de fonctionnement des ministères, mais ils comportent tout ce qui est charges hors rubrique personnel, intérêt, compensation. C'est-à-dire que ces charges-là, ils pourraient intégrer des transferts qui sont effectués à l'établissement public. Ils pourraient également couvrir les recrutements hors budget, c'est-à-dire les recrutements de fonctionnaires qui sont hors cadre de la fonction publique, c'est-à-dire les hauts fonctionnaires qui sont payés hors cadre de la fonction publique. Donc c'est c'est un compte qui englobe l'ensemble des charges qui ressortent des rubriques qui sont mentionnées au niveau des finances publiques. La deuxième réforme des finances publiques, c'est celle de la décompensation. Après l'engagement de la réforme, on a vu que le chiffre il a fortement baissé. C'est expliqué un peu par la réforme, mais également expliqué par l'évolution conjoncturelle, parce que les prix ils ont beaucoup baissé, les prix des produits subventionnés. Donc on a constaté une épargne de presque 41 milliards. Mais ces 41 milliards, on ne voit pas vraiment la répercussion au niveau des charges de fonctionnement. Comme je viens d'expliquer à Si Mohamed, il y a plusieurs éléments dans les transferts effectués dans le cadre des contrats programmes avec les établissements publics qui ont boosté un peu les charges de fonctionnement. Donc, dégager une marge au niveau des charges de fonctionnement, mais qui était mal exploitée parce qu'ils pouvaient être exploités soit pour alléger les recettes, et là, on booste un peu la croissance et l'investissement, en baissant un peu la pression fiscale, soit dans les investissements, mais les investissements productifs, soit on peut utiliser cette marge pour alléger l'endettement, et là, on donne plus de marge future au Trésor pour qu'il soit plus flexible s'il a besoin de cash.
Donc, comme on voit en fait l'évolution du déficit, en fait, il y avait quand même une atténuation du déficit qui est passé de 7,2 en 2012 à 3,8, mais on voit pas réellement cette répercussion-là parce que normalement le déficit il implémente le stock de dette, mais on voit que les deux chiffres évoluent en dichotomie et c'est expliqué entre autres par le fait qu'il n'y a pas que le déficit qui alimente l'endettement. D'ailleurs, c'est le deuxième point qui nous a été expliqué par Sibnani, c'est qu'il n'y a pas que le déficit qui explique l'endettement, il y a plusieurs d'autres éléments qui expliquent l'endettement, notamment le transfert au titre des collectivités territoriales qui n'encaissent pas de recettes, c'est-à-dire les recettes des collectivités, ils tombent directement dans la caisse de l'État, et là, l'État il les utilise, mais en cas de besoin, il peut s'endetter pour financer les collectivités territoriales. En fait, la situation se pose même pour l'établissement public et se pose pour plusieurs cas. Donc là, c'est une partie qui a été réservée à l'exécution des 4 dernières lois de finances pour voir un peu l'orientation budgétaire qui se dégage. Pour les dispositions fiscales, vous avez en annexe les différentes dispositions classées par année et classées par catégorie de recettes fiscales. On voit que en fait, les différentes réformes, si on veut les résumer, sont des réformes qui ont été orientées à dynamiser la croissance à travers l'encouragement de l'investissement, particulièrement étranger en industrie, alléger la pression fiscale sur les TPME à travers l'instauration du barème de l'IS, relancer l'immobilier en adoptant un cadre spécifique pour les OPCI, et encourager l'épargne à travers une réduction ou une annulation de l'IR sur les parties, en fait sur la part salariale épargnée. Mais comme on a vu au départ, en fait ces différentes mesures, ils n'ont pas vraiment donné le fruit escompté au niveau de la relance de la croissance économique. C'est-à-dire que ce sont des mesures qui ont probablement coûté à l'État, mais sans donner vraiment l'effet escompté sur l'économie. En regardant un peu l'évolution de la structure des recettes et des dépenses, c'est une structure qui n'a pas beaucoup changé. Les recettes fiscales, ils restent alimentées à part égale entre les recettes directes, notamment l'IS et l'IR, et les recettes indirectes TVA et la taxe sur la consommation intérieure. C'est presque 45-45, donc ça représente 90%. Et 10%, c'est les autres recettes, notamment les recettes de la douane et les autres recettes qui sont collectées par l'État. Pour ce qui est des dépenses, et là, j'aimerais zoomer sur une chose, c'est que malgré l'engagement de la caisse de compensation qui devait dégager plus de marge au niveau des charges de fonctionnement, orienter ces marges vers autre chose, on voit que la structure reste toujours prédominée par les charges de fonctionnement, par les charges de personnel, à hauteur de 70% en moyenne. Si on rajoute les charges d'intérêt et la compensation, on monte à 80%, et 20% pour l'investissement, ce qui reste relativement limité pour l'État. Là, on voit un peu l'évolution du taux de pression fiscale qui tourne autour de 20%. Et là, on voit que en fait, la couverture des charges ordinaires par les recettes ordinaires, il commence à atteindre ses limites. C'est-à-dire que l'État, il devrait, en cas de non-réalisation parce que généralement les recettes, en fait, les dépenses ordinaires, ils sont exécutés à presque 100%. Maintenant, le problème se pose au niveau des recettes. Maintenant que nous frôlons les 100% en termes de taux de couverture, si les recettes ne sont pas au rendez-vous, l'État il sera obligé de recourir à l'endettement pour financer les charges ordinaires, chose qui n'est pas très bien appréciée. On voit qu'à travers le déficit de l'endettement, ça c'est un graphe que j'ai déjà expliqué, c'est qu'il y a quand même une correction baissière du déficit, mais au niveau de l'endettement, on n'arrive plus à maîtriser l'évolution ascendante de l'endettement. Là, c'est un exercice où en fait, j'ai essayé d'évaluer l'exercice en termes d'écart réalisation-prévision des différentes lois de finances. On voit qu'après l'engagement de la réforme de compensation et l'adoption de la loi organique, les charges ils sont sous contrôle, c'est-à-dire que l'exécution elle est en dessous de 100%, donc plus de surprise au niveau des charges. Mais par contre, les recettes ils sont toujours surestimées. On voit ce cas d'une manière plus poussée dans le cas de l'exercice 2018 avec la réalisation partielle de recettes de l'IS qui a donné une réalisation des recettes fiscales à hauteur de 95%, alors que les dépenses, là c'est un exercice de projection sur la base des chiffres arrêtés à fin novembre. Par contre les dépenses, on voit que le taux de réalisation il reste quand même élevé, donc ce qui crée un gap. Et on constate une chose, c'est que les nouvelles lois, ce sont plus des lois de recettes. Des lois de recettes dans quel sens? Plus on encaisse et on couvre les charges courantes, plus on investit. Plus on a des surprises au niveau des recettes, plus
on réduit l'investissement. Le cas de 2018, pour moi, il est très parlant. On était sur des taux d'investissement de 120%, on a baissé à 80%. 80% parce que lors de l'adoption de la nouvelle loi, ils ont trouvé que les chiffres des dépenses, ils ont trop dérapé et que les recettes, ils ne sont pas au rendez-vous. Donc il y avait des instructions de manière à resserrer la ceinture et pour sortir avec un déficit qui était calculé au départ à 3,8%, mais qui devrait être corrigé à la baisse. Donc on peut dire que les nouvelles lois sont des lois de recettes, vu que le Trésor n'a plus d'exigibilité en termes de dépenses courantes, donc il est maître de la situation, il peut jouer sur l'investissement. Ça, c'est le langage du marché. Là, c'est une petite analyse de, en fait, est-ce qu'on peut effectivement prévoir les recettes fiscales à travers les différentes données macro. Là, j'ai pris comme données endogènes pour expliquer l'évolution des recettes fiscales. J'ai pris la croissance nationale avec les recettes fiscales, la croissance non agricole avec l'IS. Ce sont des données normalement qui devraient être corrélées. La consommation des ménages avec la taxe sur la consommation intérieure et l'IR avec la population occupée. On voit que l'ensemble des variables endogènes évoluent d'une manière décorrélée par rapport aux recettes fiscales concernées. Cela s'explique par le fait que, en fait, pour la croissance nationale, c'est plus drivé par l'agriculture qui est hors champ de couverture fiscale. Pour l'IS, c'est concentré chez quelques entreprises. Il y a un chiffre qui a été annoncé par le ministère des Finances qui dit que 0,86% des entreprises contribuent à hauteur de 80%. Et c'est les 99, qui contribuent à hauteur de 20%. Donc, l'IS, ou les recettes de l'IS, dépendent plus des résultats des grandes entreprises. Pour ce qui est de la consommation des ménages et la taxe sur la consommation intérieure, la taxe sur la consommation intérieure ne concerne que quelques produits qui ne sont pas très représentés dans le panier de consommation des ménages, notamment l'alcool, le tabac et les carburants. Pour ce qui est de l'IR et de la population occupée, on a une structure de marché d'emploi qui est caractérisée par une prédominance à hauteur de 40% de la population en fait, de l'agriculture et une grande partie qui travaille dans l'informel. Donc c'est ce qui explique le fait que l'IR évolue à un rythme qui est relativement différencié par rapport à l'évolution de la population occupée. En termes d'investissement, la part de l'investissement dans le budget global, il tourne dans une fourchette de 19-25%. Et l'investissement global représente un chiffre de 65% en moyenne de l'investissement global. Ce qui laisse présager que en fait, la part de l'investissement dans le budget général il reste quand même limité, mais l'investissement public global il reste le driver de la croissance à hauteur de 65%, même si en fait, c'est plus dopé par les entreprises publiques que par le budget général. Donc on tire qu'en conclusion que nous sommes dans un régime de keynésianisme, mais qui est très peu stimulateur de la croissance, vu que ces investissements ils sont orientés vers des secteurs qui ne sont pas très productifs et sans partenariat public-privé. Donc là, c'est également un point négatif soulevé au niveau de la gestion des finances publiques. Donc là, on va zoomer un peu sur la loi de finances 2019. Un exercice que je considère prévisionnel, entouré de risques. Quand on voit un peu le contexte il est relativement défavorable. Défavorable dans le sens que nos partenaires commerciaux, ils souffrent quand même avec tout ce qui se passe, c'est-à-dire le Brexit, la montée du protectionnisme et le mouvement des Gilets jaunes. Donc, on risque d'avoir un ralentissement de la demande étrangère. Les tensions sociales militent pour une amélioration des prestations. Il y a le ralentissement de l'économie nationale, comme j'ai expliqué au niveau de la première partie. Le seul élément favorable dans le contexte, c'est la tendance baissière des prix des matières premières et énergétiques. Donc un contexte qui semble relativement difficile. En termes d'hypothèses, quelques hypothèses, ils sont un peu surévaluées, en fait, à l'image mais ce sont les hypothèses prises, en fait, des prévisions du FMI et de la Banque mondiale. Des prévisions qui sont censées être révisées, en fait, dans le cadre du World Economic Outlook d'avril. Donc là, ils prennent les prévisions de publier je pense en novembre, et qui sont actuellement en déconnexion avec la réalité. Donc le baril, il est à autour de $50, $70, ça paraît un chiffre relativement exagéré. Pour le gaz, certainement, il est décorrélé par rapport au prix du pétrole, mais là, il y a des explications en termes de demande. C'est la demande de la Chine qui a fortement évolué, qui est en train de changer ses centrales, et à la demande de l'Inde.
La parité euro-dollar me paraît exagérée, me paraît en fait estimée à la hausse, un peu déconnectée vu le déphasage entre la politique de la Fed et de la BCE, parce que la Fed elle est en politique monétaire restrictive, la BCE toujours expansionniste. Donc l'ajustement il devrait se faire dans le sens contraire. Pour l'activité nationale, le ralentissement est relativement justifié, mais comme j'ai dit, ça reste conditionné par la réalisation de la campagne agricole. Pour ce qui est des objectifs, ce sont les mêmes objectifs des autres lois, à l'exception de deux objectifs qui ont été agrégés sous le même angle, celui de la poursuite de la régionalisation et de la réforme d'administration sous l'angle de la poursuite des réformes institutionnelles et structurelles. Et la nouveauté, c'est l'adoption des équilibres, de préserver les équilibres macro comme étant un nouvel objectif. En termes de recettes, plusieurs réformes qui sont en cours et qui donnent comme résultat une hausse des recettes prévues de 6% à hauteur de 12 milliards. Donc, je vous laisse parcourir les sessions. Je pense que ce sont des réformes fiscales qui sont connues, qui ont fait l'objet de couverture de la presse. Donc, vous pouvez les parcourir par la suite. Mais pas de vrais changements, mis à part l'abattement des bénéfices distribués par les OPCI qui a fait l'objet de révision, la taxe de solidarité des entreprises qui dégagent un résultat net supérieur à 40 millions de dirhams sur 2 ans. Donc, ce sont des mesures qui sont connues par l'assistance. En termes d'équilibre ressources-emploi, je confirme encore que c'est une loi de recettes, c'est une loi qui table sur des recettes exceptionnelles, notamment les recettes directes. Après la baisse de l'IS, il y a une correction qui est prévue des recettes directes à hauteur de 9%, 3,6% pour les recettes indirectes parce que là ça dépend de la consommation qui ne devrait pas beaucoup bouger en 2019. Pour les dépenses, la rubrique qui reste remarquable, c'est les dépenses de fonctionnement. Et comme j'ai expliqué, il ne s'agit pas vraiment de fonctionnement des départements ministériels, mais d'autres éléments qui impactent l'évolution des dépenses de fonctionnement. Par contre, la mauvaise nouvelle, c'est la baisse de l'enveloppe accordée à l'investissement. L'investissement, il devrait normalement baisser en 2019. Et le déficit budgétaire, il devrait rester en quasi-stabilité. Donc, c'est une loi de recettes qui devrait être utilisée pour financer plutôt des charges de fonctionnement que de l'investissement et en gardant le déficit soi-disant en équilibre par rapport à l'année dernière. Donc, si les recettes font défaut, là, le Trésor, il a un problème. Parce que l'exécution des charges de fonctionnement, généralement, se fait en ligne avec la prévision. Donc, c'est une loi de recettes qui dépend de l'exécution des recettes au cours de l'année. Pour ce qui est de l'investissement public, il y a toujours de l'effort qui est fait, de l'effort qui est dans le même sens, c'est-à-dire dans les mêmes secteurs. C'est l'énergie, mine, eau et environnement, infrastructure et transport et habitat. Donc, pour les besoins du Trésor, sur la base d'une estimation à travers un allongement du déficit sur la base du taux de croissance prévu et de l'inflation, le déficit du Trésor il devrait avoisiner les 43,2 milliards en 2019. Il est en faible évolution par rapport à celui enregistré en 2018 de seulement 600 millions de dirhams. Quand on voit l'évolution des tombées grâce aux opérations d'échange, il y a une forte baisse des tombées qui devrait être allégée encore plus grâce à des opérations d'échange qui pourraient être menées au cours de l'année. Généralement, les opérations d'échange tournent autour de 10 milliards. Donc si on prend 10 milliards de moins, là, on va tomber sur un déficit, sur un besoin qui est moins important que l'année 2018. Un déficit global. Du coup, on prévoit que le marché en 2019, il ne devrait pas être choqué par des besoins importants du Trésor. On devrait assister à des levées, des levées normales avec une moyenne de 117 divisé par 2, c'est 10 milliards, entre 10 et 8 milliards par mois, donc c'est pas aussi énorme que ça. On va voir par la suite que la demande, elle est toujours, là c'est le taux de satisfaction de la demande des opérateurs par le Trésor. On voit une certaine évolution, mais qui est limitée à 32%, c'est-à-dire que la demande, il dépasse toujours l'offre de papier BDT, et on voit que le taux de satisfaction il est plus élevé sur le court terme et sur le moyen terme que sur le long terme, où il s'est dégradé. Cette présence sur le court moyen terme a donné que le changement de l'encours BDT qui est plus avec une augmentation de la part du moyen terme contre une stabilité du court terme, et bien sûr le court terme c'est ces lignes qui permettent une certaine rotation au cours de l'année, sont des lignes court-termistes. Quand on analyse les tombées en termes de maturité initiale, on voit que 57% c'est enregistré au niveau du moyen terme
et que si en fait on converse ça avec l'évolution de la courbe en 2018 qui a pris sur le court terme et le moyen terme, on peut déduire sur la base des 4 graphes que le trésor il sera plus présent sur le court et le moyen terme pour financer son besoin. Donc pour résumer, c'est un besoin qui n'est pas très important et qui va être financé au niveau des parties moyennes et courtes de la courbe, plutôt que le long terme, parce que là, ça nécessite quand même un sacrifice de la part du Trésor qui devrait valider des hausses de taux qui sont conséquents. En fait, pour l'international, il y a toujours des effets d'annonce, mais qui ne sont pas réalisés. Et là, je reste, c'est-à-dire, j'ai des réserves par rapport à cette sortie-là, parce que c'est déjà quand on voit un peu l'évolution de l'endettement au cours des dernières années, le pays il se désendette au niveau international, ce qui est relativement justifié par le contexte, principalement par la réforme du régime de change, parce que ça, c'est une réforme qui nécessite un désengagement ou bien avoir plus d'engagement au niveau international, parce que on devrait normalement assister à des variations plus significatives de la valeur du dirham. Donc je pense que cette sortie, bien que c'est toujours programmé, d'ailleurs l'année 2018 on a parlé de sortie à l'international, 2017 également, mais sans véritablement une concrétisation véritable. Pour double raison, la première c'est expliqué par le contexte et la deuxième c'est expliqué par le manque des opportunités d'investissement au niveau national. Donc si le Trésor s'amuse à lever sur l'international, donc il va être moins présent avec une bourse qui marche plus, avec des opportunités qui sont de plus en plus limitées, notamment l'immobilier qui représente des risques. Donc c'est comme s'il va priver les investisseurs locaux. Donc je pense que la sortie reste quand même un scénario, à mon sens, écarté et que le financement devrait se faire au niveau intérieur comme ça a été fait au cours des dernières années.